Bienvenue, nouvelle rendez-vous des rendez-vous experts avec aujourd'hui le Portugal à l'honneur. J'ai le plaisir d'avoir avec moi eh ben, de puissants représentants du Portugal. Je commencerai tout d'abord par présenter Henrique Real, qui est le directeur du bureau du Portugal pour le CIC. Henrique est donc le directeur de notre bureau depuis 1995. Bonjour Henrique, tu es avec nous? Bonjour Eric. Je sais que tu es parfaitement biculturel et tu as une parfaite connaissance tant de la France que du Portugal. C'est la raison pour laquelle tu pourras effectivement traiter des bonnes raisons pour aller sur le Portugal, comment aborder le marché portugais et notamment, plus particulièrement, je dirais, développer les secteurs porteurs qui aujourd'hui ont le vent en poupe au Portugal. J'ai également avec moi Pierre-Emmanuel de Oliveira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Bordeaux, bien entendu. Vous êtes également donc avocat au barreau de Porto. Oui, ça fait deux casquettes, c'est bien. Et c'est pas fini. Dans les deux pays. Exactement, c'est pas fini parce qu'effectivement, vous avez également la lourde responsabilité d'être président de la Chambre de commerce et de l'industrie, oui, franco-portugaise pour la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un honneur puisque j'ai assisté à l'inauguration récente de cette belle entité. Et j'ai également le grand plaisir. Ah oui, vous êtes aussi président de ICAR. Oui, jusqu'à la fin de l'année. Alors, parlons-en, ICAR, en deux mots. C'est un institut, une émanation de l'ordre des avocats qui regroupe des avocats qui parlent des langues étrangères et qui peuvent assister des clients qui ne parlent pas français sur le territoire français. Très bien. Last but not least, je dirais, on a un invité alors effectivement prestigieux, puisque Monsieur le Consul est parmi nous et viendra effectivement compléter nos propos. Et c'est avec grand plaisir que je vais déjà lancer et donner la parole à Henri pour effectivement nous présenter son beau pays et les opportunités qu'offre le Portugal aux entreprises françaises. Certainement. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je salue particulièrement le maître Pierre-Emmanuel de Oliveira et monsieur le consul général du Portugal, Mário Gomes. Voilà, donc c'est un grand plaisir de participer à cet webinaire et d'apporter, disons, un regard sur l'économie portugaise et les opportunités de son marché avec un focus principal sur les secteurs porteurs. Je sais bien que parmi d'entre vous, il y a beaucoup qui connaissent déjà le Portugal, mais bon, je vais essayer d'apporter un cadre général, synthétique, en vous présentant déjà le premier slide qui aborde les relations commerciales avec la France et la situation économique du pays. Voilà, c'est précisément ce slide. Et vous retrouverez à droite une carte économique, géographique et économique du pays. Alors, très succinctement, le Portugal est un pays de 10,3 millions d'habitants. La distribution de la population dans le territoire continental présente une concentration qui est plus élevée près de la bande littorale, dans des deux zones de densité de population particulièrement importantes. Vous savez tous que c'est Lisbonne et Porto, donc qui représentent ces deux régions 70% de la population, mais nous avons aussi d'autres villes importantes comme Faro, en Algarve, la capitale d'Algarve, Coimbra et Aveiro. Aveiro, aujourd'hui, c'est une ville très, très dynamique aussi du point de vue économique et du point de vue du tourisme. Braga aussi, avec son tissu industriel au nord, ou bien Setúbal d'un côté de Lisbonne, et pour aller plus loin, Funchal, la capitale de Madère. Alors, au niveau des infrastructures, il faut le dire aussi, elles ne sont pas signalées dans la carte, mais aujourd'hui, le réseau routier du Portugal possède 3100 km d'autoroutes, avec une étendue, donc ça représente un cinquième du total du réseau routier. À mon avis, peut-être qu'on a trop investi ces dernières années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retourne plus sur le ferroviaire et c'est un des secteurs porteurs dont je vais également aborder. Et la priorité aujourd'hui, donc le mot d'ordre, c'est la mobilité et les transports en général. Et nous retrouverons aussi quatre principaux aéroports, celui de Lisbonne, Porto, Faro, bien entendu, et celui de Madère. Donc, c'est un pays qui est très ouvert
au commerce international, le degré d'ouverture, exportation PNB ou importation PNB est extrêmement donc, significatif. Et nous retrouvons une grande présence de l'investissement direct étranger, en particulier des PME et des multinationales françaises. Voilà. Donc, en ce qui concerne, encore dans ce slide, les relations économiques entre la France et le Portugal, je dirais très rapidement qu'elles sont très étroites en premier lieu et elles sont en progression constante dans les deux sens, dans les imports et dans les exports. Donc, les dernières 10 années, il y a eu un excédent peut-être légèrement favorable pour le Portugal, mais qui s'est inversé en 2019, et c'était dû aussi aux livraisons des Airbus. Et maintenant, ça reprend son rythme. Le plus important, c'est que ces deux échanges progressent en termes de volume et nous pouvons maintenant, à partir de 2022, reprendre ce qui était déjà la tendance du passé. En termes d'importation et exportation, c'est bien vrai que les véhicules automobiles, les accessoires véhicules, l'électronique et l'électrique, le secteur électrique, sont des secteurs qu'on retrouve tant à l'importation comme à l'exportation. Donc, parce que voilà, donc il y a des grandes multinationales, il y a une filière automobile au Portugal et en France, bien entendu. Donc, il y a des échanges très forts dans ce créneau. Mais je mettrai le focus dans les slides suivants, dans quelques minutes, sur les secteurs porteurs pour les PME et ceux que le CIC Sud-Ouest travaille le plus. Alors, les entreprises françaises sont bien implantées au Portugal dans plusieurs secteurs. Alors, ça va du transport, de la chimie, l'électronique, bien sûr, la distribution qui est très réputée et très donc de notoriété ici au Portugal. N'oublions pas, bon, je l'ai déjà évoqué, les sociétés dans l'automobile, PSA, Renault, Faurecia, entre autres. C'est bien vrai aussi qu'il y a un cluster d'aviation, de l'aéronautique qui prend forme au Portugal avec des acteurs français. Bon, il y a Embraer, il y a TAP, il y a Aeronautics de Salvador Caetano, mais aussi la WAC et Mecacrom, les deux sociétés que je connais particulièrement bien, qui possèdent des usines ici au Portugal, soit à Èvre, soit à côté de Lisbonne. Voilà, juste pour vous donner quelques exemples, un autre aussi que je pourrais citer, c'est Vinci Aéroport, qui fait la concession, qui a la concession pour beaucoup d'années de l'ensemble des aéroports portugais. Alors, la localisation stratégique, juste un mot, c'est que c'est extrêmement important parce que, au même temps que les sociétés portugaises viennent au Portugal, françaises, pardon, viennent au Portugal, il y a parfois une envie ou une motivation pour aller plus loin par la main de partenaires portugais, alors qui sont des tremplins vers des pays qui parlent le portugais, comme Angola, Mozambique et même le Brésil. C'est des pays complexes du point de vue économique, du point de vue de son fonctionnement. Donc, c'est pour ça qu'on a des exemples ici, au CIC, à Lisbonne, des sociétés, des PME qui cherchent des partenariats portugais pour ensuite aller dans ces pays. En ce qui concerne l'économie portugaise, 2 ou 3 petits points. En principe, en 2021, on attend une croissance de 4,7% de croissance économique, 5,5% pour 2022. On s'approche du niveau de la pré-pandémie, selon la Banque du Portugal, mais le dégât, comme partout, est énorme. Donc, ça va prendre du temps pour se redresser, pour atteindre donc des croissances économiques ou des niveaux qu'on avait auparavant. Bon, aujourd'hui, on n'a pas, j'ai peur d'utiliser ce mot, de contrôle de la pandémie, mais enfin, la pandémie donne signe vraiment d'être donc contrôlée. Nous avons un taux élevé de vaccination. Il faut dire que le Portugal a été un des premiers pays au monde à atteindre 85% de la population totalement vaccinée à la première semaine d'octobre. Voilà, et le programme est fini, bien sûr, la vaccination continue. Donc, il y a eu des effets positifs dans la confiance des plusieurs agents économiques, bien sûr. Mais si nous ajoutons aussi la politique macroéconomique, monétaire et expansionniste qui découle de la Banque du Portugal et de la BCE, vraiment, nous pouvons attendre une dynamique dans les années qui suivent, avec un investissement de 6%, les exportations 9,6%, importations
7,8 et le taux de chômage qui a descendu à 6,8. Une dernière note, c'est le plan de récupération de résilience. C'est très important ce que je vais vous dire parce que ce PRR, il va booster l'économie portugaise à partir des investissements structurants qui seront conclus jusqu'à 2026. Et c'est un montant, une enveloppe de plus de 16 milliards d'euros. Ce qui est très important, tenant compte de la taille, la dimension de l'économie portugaise. Avec deux axes prioritaires. Quels sont ces axes? La transition climatique d'un côté et la transition digitale d'autre part. Voilà, donc ça c'est très important. Alors ensuite, je vais progresser peut-être vers le slide suivant. Merci beaucoup. D'une façon très résumée, j'apporte des avantages compétitifs ici présentés. Je dois dire qu'ils ne sont pas exhaustifs, mais plutôt représentatifs d'une évolution structurelle de compétences, de capacité du pays qui maintenant a une vision complète, que même à niveau international, les autres pays, enfin les acteurs internationaux ont un regard complètement différent du Portugal, ce qui était il y a 10 ans ou 20 ans, pour ne pas aller plus loin. Donc, ces avantages compétitifs donnent vraiment les conditions de confiance à l'investissement étranger, de garantir sa pérennité, la confiance des investisseurs. Et comme je vous l'ai dit, j'en ai cité ici 8 à peine, mais c'est des sources crédibles. Vous voyez que c'est des sources comme la Commission européenne, c'est la BEI, la Banque mondiale, entre autres, qui parlent du Portugal. Donc, ils sont facilement accessibles. Vous pouvez y aller, accéder aussi aux respectifs sites et voir un tout petit peu plus d'informations. Vous voyez, par exemple, la sécurité, on est en 3e place mondiale, après l'Islande et la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un pays qui donne toutes les conditions pour faire et se sentir très bien au Portugal. Les infrastructures, 23e parmi 160 pays. La main-d'œuvre qualifiée, 23e mondiale, 6e au niveau européen. Et là, je dois souligner le suivant, ce qui est très important dans ma perspective, que c'est bien vrai que la main-d'œuvre a encore des coûts compétitifs en termes absolus, si on compare avec la France, peut-être le 2,5 de différence, mais le plus important, c'est ça ce que je souligne, le plus important, c'est la relation du prix et de la qualification de la main-d'œuvre. Donc, c'est une main-d'œuvre qui vient de plus productive, plus technologique, donc qui mène à des secteurs à l'export, comme le textile, par exemple, ou d'autres secteurs, la métallurgie également, j'en parlerai, très compétitif. Alors, compétences linguistiques aussi, donc le Portugal, les jeunes cadres aujourd'hui parlent couramment l'anglais, et je vois quand je visite quelques entreprises portugaises, il y a même, c'est la première langue dans quelques multinationales avec des équipes, des multitask force ou des équipes internationales, donc ils parlent l'anglais. Ou l'université, mon université aujourd'hui, l'Université Nouvelle de Lisbonne, tous les cours à tous les niveaux sont abordés en anglais, en langue anglaise, ce qui est très important après dans le monde du travail. Alors, il y a aussi cette capacité d'innovation et d'indice de numérisation avec une place importante qui découle des nouveaux programmes, comme je vous l'ai dit, de la transition digitale. Je vous donne un exemple, le Web Summit, c'est un sommet qui se tient toutes les années ici au Portugal, qui réunit des milliers et des milliers d'intervenants, des startups, mais on trouve aussi Bill Gates qui vient participer toutes les années depuis peut-être 6 ou 8 ans, juste pour vous donner un exemple. Et j'ai aussi un article des Échos qui parle comment le Portugal cultive son identité Tech Nations. Voilà, donc c'est un regard voilà, donc technologie sur le Portugal, sur les secteurs, notamment sur une stratégie de compétitivité avec 3 grands leviers d'action. Je souligne, attirer les investisseurs internationaux, favoriser l'émergence des centres de research and development et renforcer le tissu de start-up. Vous voyez, donc c'est aussi quelque chose de très important aujourd'hui, cette innovation, ce balancement vers la numérisation. Alors, le prochain slide, ici, j'ai mis en tête 3-4 secteurs. Et pourquoi? Parce que c'est les moteurs de l'économie que nous verrons dans les prochaines années.
comme je l'ai cité, qui découlent des programmes structurels et de l'État. Et en premier lieu, peut-être le plus évident, c'est les transports et infrastructures. Le gouvernement portugais a présenté le programme national d'investissement 2030 qui inclut, qui place le secteur de la mobilité et des transports dans les priorités nationales pour la prochaine décennie. Alors, c'est une enveloppe de 22 milliards d'euros destinée au financement de plusieurs projets, mais sachant que dans le ferroviaire, et on travaille là-dessus aussi, ici au bureau, qu'il est prévu une enveloppe de 13 milliards d'euros pour la modernisation du secteur ferroviaire, des lignes, mais aussi du matériel roulant. Et je vous donne quelques exemples. Modernisation ou la construction, pardon, de la nouvelle liaison ferroviaire entre Lisbonne et Porto, le TGV. Donc, c'est des investissements vraiment donc expressifs pour le Portugal. On parle de 300 km de distance. L'expansion du métro de Porto, de Lisbonne également, avec de 500 millions à Lisbonne, 620 millions à Porto. Le développement du port de Sines, ça c'est très important. C'est 940 millions d'euros qui sont prévus, qui va attirer aussi l'investissement privé. Et je vous donnerai tout à l'heure aussi un exemple là-dessus, ou celui du port de Lisbonne avec 650 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est ici, et vous voyez dans ce slide à qui pourront être intéressés en termes de sociétés françaises. Je parle de fournisseurs de matières roulantes, de solutions électroniques embarquées, de développement de software, tout ça, des sociétés, des PME ou autres qui peuvent venir au Portugal en fonction de ces opportunités. Le deuxième créneau, l'économie digitale, je l'ai déjà cité antérieurement, je ne vais pas trop m'allonger. Donc, le Portugal cultive cette identité de tech nation, entre guillemets, et là, ça peut intéresser aussi aux développeurs de software, réalité virtuelle, réalité augmentée. Le bureau a même apporté son soutien à une société dans ce domaine on a mis en contact avec les musées, l'université de Porto. Ils se sont installés, ils ont fait des partenaires, ils ont trouvé des partenaires à Porto. Donc, c'est un secteur où aussi nous intervenons récurrentement. Le suivant, c'est l'industrie alimentaire et équipement. C'est un secteur recourant chez nous. Donc, on reçoit ici au bureau beaucoup de sociétés dans ce créneau. Et il faut le souligner, il y a la notoriété, le savoir-faire français qui sont reconnus dans le marché portugais. Ils sont très, très bienvenus. Donc, il y a de nouvelles opportunités de consommation. Je pense que du point de vue structurel, l'industrie alimentaire change un peu partout, mais en particulier aussi au Portugal, dans des créneaux de produits d'origine naturelle, avec une augmentation très significative dans tout ce qui est végétarien. Et là, je parle de végétariens, véganes, flexitariens, etc. Sachant, par exemple, je parlais l'autre jour avec une société qui veut venir au Portugal dans les surgelés, qui fait de la transformation de poissons, mais avec beaucoup de créativité. Il faut dire que le Portugal est le troisième consommateur per capita du monde de poissons. Alors après les Islandais, bien sûr, et les Japonais, bien entendu. Et je pense aussi que c'est un sous-créneau important pour les sociétés françaises. Une note maintenant sur la sous-traitance dans la métallurgie et la métallomécanique. Et là, c'est au contraire, c'est la sous-traitance. Et là, c'est peut-être le secteur de la sous-traitance qu'en 2021 et en 2020, ici au bureau, nous avons travaillé le plus. Il existe un panel très hétérogène d'activités, d'équipements, travail, métal, chaudronnerie, tôlerie, mécano-soudure, le oil and gas. Nous avons intervenu, c'est des dossiers complexes parce que parfois, non seulement c'est la sous-traitance qui implique un bon cahier des charges, mais aussi de prendre des participations dans des sociétés françaises. Et nous avons donc arrivé à trouver des bonnes sociétés pour des mandats que nous avions en main de nos clients. Donc, ce secteur, il a très évolué parce qu'il y a un bon marketing B2B, il y a une fluidité de contact et aussi la question d'obtention d'un niveau élevé de certification.
quand on parle de TÜV, par exemple, en Allemagne ou d'autres en France, ils sont très critérieux, c'est des demandes très exigeantes et les sociétés françaises, les portugaises, PME, ont la capacité de répondre à les attentes les plus élevées des sociétés françaises. Dernièrement, la santé et le bien-être. Donc, c'est à l'ordre du jour, bien sûr. Aujourd'hui, on apporte toute cette réflexion des dernières 2 années. Donc, la santé est extrêmement donc importante. Et ici, au Portugal, peut-être, on donne plus d'importance aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc, la construction d'hôpitaux, de fournitures d'équipements en télémédecine et soins ambulatoires sont à l'ordre du jour. Dans des recherches, dans le domaine des virus, bien entendu, mais dans le cancer. Je vous donne un exemple. On vient de la Fondation Champalimaud, qui est la plus importante au niveau privé dans la recherche médicale, vient d'inaugurer un centre très, très moderne, technologique, pour la recherche du cancer du pancréas. C'est une référence au niveau international, peut-être la plus importante au niveau aujourd'hui européen. Et j'ajouterai le créneau du bien-être cosmétique. Et là aussi, on a quelques dossiers en main pour des produits naturels, pour chercher des partenariats pour des sociétés françaises où, encore une fois, joue la notoriété française. Le slide suivant, alors c'est bien sûr que tout ça n'est pas exhaustif parce que là, je ne vais pas trop prendre votre temps, mais nous avons ici un panel d'autres secteurs porteurs, comme la mode, le textile, qui s'est fortement modernisé, mais pas seulement par le biais des coûts, mais par la créativité, par l'innovation, par la recherche de nouveaux produits, de nouveaux textiles, les textiles intelligents, par exemple. Tout ça, c'est en fort développement aujourd'hui et qui constitue, disons, une compétitivité, une compétence de ce secteur au niveau international. Je peux citer aussi la décoration de l'art de table, la filière bois et meubles, bien entendu. Là, c'est au nord, il y a même une ville qui s'appelle Paços de Ferreira, que les Portugais appellent la capitale du meuble. Et là, ils ont des compétences très fortes, exportatrices, avec des produits de très, très bonne qualité. La filière automobile, bien sûr, aéronautique, dont les deux, j'en ai déjà parlé, le BTP, nous avons encore aussi beaucoup et ça va dans les deux sens, des sociétés françaises qui cherchent le marché portugais pour présenter ses produits, ses solutions, mais aussi d'autres sociétés qui cherchent s'approvisionner au Portugal. L'énergie, donc, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, la transition énergétique donc, est à l'ordre du jour vers les énergies vertes. Et avant que j'oublie, peut-être juste vous dire que Lisbonne a été élue la capitale verte de l'Union européenne l'année dernière. Cela, c'est très significatif quand même, quand il y a toute une politique adressée, orientée vers les énergies vertes et dans la décarbonisation aussi de l'industrie, de la bioéconomie durable, etc. Donc, je dirais même que le Portugal a des conditions pour anticiper la date de neutralisation qui a été accordée avec les États membres en 2050. On espère l'atteindre en 2040. Et voilà, donc en général, c'est les secteurs dont je viens d'évoquer. Le tourisme immobilier, je pense que plus loin, je ne sais pas, donc, il sera probablement abordé par notre invité, le maître Pierre-Emmanuel Donivel également. Donc, c'est les principaux secteurs porteurs qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Alors, peut-être, merci beaucoup. Voilà, c'est exactement ça, ce slide, comment aborder le marché. Je dis toujours dans les présentations, même si nous sommes dans le cadre du fonctionnement des 4 libertés garanties par le marché unique européen, c'est-à-dire la libre circulation de biens, de capitaux, de services et de personnes, il existe toujours des frontières invisibles en Europe. Et heureusement, parce qu'on est des pays différents, mais on partage les mêmes valeurs. Alors, du point de vue économique, si c'est bien vrai qu'une société veut venir au Portugal, elle trouvera toujours des différences, des particularités. J'ai mis un exemple, les canaux de distribution, par exemple. Ça peut être un canal de distribution différent
en France ou en Espagne ou au Portugal. Et c'est pour ça que là, on a une valeur ajoutée à expliquer comment le marché fonctionne en fonction des plusieurs créneaux. Une autre chose aussi qui, à mon avis, personnellement, je trouve important, c'est qu'il faut penser plutôt partenaire que relation fournisseur-client. Il faut avoir une complicité, il faut savoir partager le risque, partager un business plan localement avec votre importateur, distributeur ou votre partenaire. Donc, et faire effectivement des visites, des contacts réguliers. Quand on aura maintenant l'occasion de le faire, je pense qu'on reprendra, on a tous envie de le faire à partir de 2022. Donc, capacité, en même temps, c'est avoir une capacité d'adapter les produits et, et de d'autre part, ça paraît un paradoxe, mais non, c'est une complémentarité, c'est la capacité de différenciation. Alors, tout ça, ça va ensemble et c'est ça qui fait le succès des entreprises françaises. Voilà, j'ai mis à droite aussi peut-être quelques recommandations. Ça, vous le savez tous. Donc, au moment où il faut éviter d'aborder les clichés, il faut agir naturellement. Quand vous avez ceux qui veulent venir pour la première fois, qui n'ont pas une expérience d'un tout petit peu des relations interculturelles avec le Portugal. Donc, éviter les clichés, capitaliser avec simplicité sur la notoriété que les Françaises possèdent au Portugal et dissocier le marché portugais du marché espagnol. Cela ne veut pas dire qu'on a de mauvaises relations avec l'Espagne. Au contraire, nous avons de très bonnes relations. Mais j'ai pu comprendre que parfois, quand les clients venaient ici avec des brochures de documentation en espagnol, parce qu'ils étaient déjà en Espagne, alors les Portugais, les PME pensaient qu'il y avait déjà une marge commerciale brute qui restait en Espagne à partir d'un distributeur importateur. Et c'est faux. Donc, ils abordaient le marché portugais directement. Donc, les brochures peuvent être présentées soit en français, bien sûr, en anglais ou pourquoi pas en portugais. Et là, il y a des moyens pour le faire de très bonnes traductions. Le dernier slide, très rapidement, reprend tout ce que je viens de dire. Donc, les bonnes raisons, comme disait Éric Gillon juste au début. Donc, quelles seraient les bonnes raisons pour venir au Portugal? Et je reprends les idées bases, les 7-8 points que vous retrouverez ici. La qualité de vie, sécurité, la proximité géographique des deux pays. Il faut dire qu'il y a plus de, si je ne me trompe pas, 500 vols entre Lisbonne, Porto, Faro et plusieurs villes en France. Il y a plus de 20 aéroports qui desservent directement le Portugal, des liaisons très proches et très directes. Donc, l'environnement propice aux affaires, l'existence de bonnes aides gouvernementales, bien sûr, la facilité d'obtention de résidence et d'avantages fiscaux pour les ressortissants français et, comme je vous l'ai dit au début, la reprise de l'activité économique et du commerce bilatéral. Voilà, merci beaucoup. Merci Henrique, tu es intarissable sur ton beau pays. On te remercie pour cette intervention longue et courte, et je te remercie d'avoir tenu ton temps de parole. On dit opportunité, on le voit qu'il y a énormément d'opportunités. Néanmoins, il y a des cadres juridiques à respecter. Tu le disais, il y a des frontières invisibles, même si nous sommes dans un environnement commun avec la France, avec l'Union européenne. Néanmoins, il y a la loi des contrats. Et j'imagine bien qu'au point de vue juridique, pour sécuriser son implantation, sécuriser son flux d'affaires, il faut quand même avoir le conseil d'avocats, à la fois sur la partie purement juridique, contractuelle, et aussi un volet certainement social qui doit être vu pour qu'on ait une globalité des écueils à éviter. Absolument. Voilà. Je remercie Eric pour cette belle présentation du Portugal. Je rajouterai peut-être qu'on y mange bien. Ah. C'est important, en tout cas pour moi. Et il fait beau. Le climat est clément. Donc, il y a plein de bonnes raisons de venir commercer et s'installer au Portugal. Saisir les opportunités au Portugal. Vous voyez certainement mon slide qui apparaît. Nous avons, j'ai mis en exergue 3 opportunités essentielles. D'abord fiscale, sachant que le Portugal n'est pas un paradis fiscal. Il faut bien savoir qu'il y a des impôts, que les citoyens portugais payent des impôts. Alors, il y a un statut qui a fait beaucoup de bruit, qui a des fils chroniques, c'est le statut RNH, c'est-à-dire résident non habituel. Pourtant, c'est un résident qui sera habituel au Portugal, mais c'est ainsi
que le statut est dénommé. Donc, ce résident non habituel va pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux. Ces avantages fiscaux sont de deux ordres. D'abord, sur les revenus qui sont issus de l'étranger, il y aura une exonération sur tous les revenus qui ont fait l'objet d'un prélèvement dans le pays source. Et depuis peu, parce qu'il y a eu une pression, je dirais, de la France et d'autres pays par rapport à l'exonération des pensions de retraite, les pensions de retraite qui ne sont pas imposées en France parce que la convention bilatérale entre la France et le Portugal prévoit qu'elles sont imposées au Portugal, ne sont plus totalement exonérées d'impôts et sont soumises à un impôt de 10%. Mais ça reste avantageux parce qu'un taux marginal pour une retraite, ça peut monter jusqu'à 48% au Portugal. Vous voyez que le taux marginal le plus élevé au Portugal est plus élevé que le taux marginal en France. Donc il y a un intérêt, mais il y a une limite à l'intérêt. Au bout des 10 ans, c'est-à-dire que cet avantage fiscal a une durée. Au bout des 10 ans, eh bien, on est soumis à l'imposition portugaise qui, dans sa globalité, il faut bien le reconnaître, est plus basse qu'en France. Mais si on prend impôt par impôt, ce n'est pas forcément le cas. Et notamment, le taux marginal au Portugal, le plus élevé, est plus élevé qu'en France. D'accord. Et on n'a pas de tranche à 0%. Sur la partie entreprise, est-ce qu'il y a un intérêt et comment sécuriser son implantation? On l'a vu avec Henri, qu'on a, nous, de nombreuses entreprises, tu citais dans l'aéronautique des noms que je connais bien, effectivement, y a-t-il quand même des points, à la fois des endroits, peut-être des situations géographiques à privilégier? Est-ce que c'est une étude à faire? Et est-ce qu'il y a effectivement en plus des dispositifs qui, par rapport à la France, sont à regarder de près? Alors, il existe dans certains territoires des zones franches, comme en France d'ailleurs, où il y a des exonérations. Ces zones franches sont plutôt situées à l'intérieur du pays, c'est-à-dire pas sur la côte, et donc pour inciter les entreprises à s'installer à l'intérieur du pays. Ensuite, il y a aussi dans ce statut RNH, il y a des avantages fiscaux pour les gens qui vont travailler au Portugal. Ce n'est pas que les retraités, ce statut RNH. Il y a un avantage fiscal, c'est-à-dire que tous ceux qui vont démarrer une activité là-bas et qui rentrent dans certaines catégories, parce qu'il faut rentrer dans des catégories qu'on appelle de valeur ajoutée, des activités à valeur ajoutée. Celle-ci, par exemple, un chef d'entreprise qui ouvre une entreprise au Portugal rentre dans cette catégorie-là, et ses revenus qu'il va retirer de son activité vont être soumis à un taux fixe de 20%. D'accord. Donc, c'est aussi avantageux. Très incitatif. Voilà, c'est incitatif. Donc, bien sûr, c'est sur une durée. Un jour, cet avantage finit, mais ça permet de démarrer son activité avec des avantages non négligeables. À l'intérieur du pays, effectivement, on va avoir diverses incitations fiscales, comme par exemple l'exemption de certaines taxes, la baisse de certaines taxes, mais on a aussi un statut qui est assez intéressant pour les entreprises, c'est de créer une holding à Madère. On peut créer une holding ou créer des activités. Ce n'est pas forcément une activité de holding, on peut aussi créer une activité industrielle, etc., et bénéficier d'avantages fiscaux qui sont pour le coup très avantageux. C'est-à-dire que tous les revenus de cette société à Madère, de cette holding, qui viendraient de l'extérieur, qui auraient été obtenus par des relations commerciales avec des sociétés étrangères, sont soumis à une imposition de 5%, ce qui est quand même très bas, sachant qu'au Portugal, il faut savoir que l'impôt sur les sociétés est de 21%. Et donc jusqu'à 15 000 €, il est de 17%. Si on compare avec l'impôt français, on va avoir en moyenne, selon la taille des entreprises, on va dire de 26 à 28%, sans compter toutes les taxes annexes. Et on a jusqu'à 38 000 € à une imposition qui est moindre, qui est de 15%. Donc, une petite PME qui ne ferait pas beaucoup de résultats n'a pas forcément, de ce point de vue, un avantage
à pouvoir s'installer au Portugal sans rentrer dans un cadre spécifique qui lui permette de réduire son imposition. Et un des cadres majeurs et importants, c'est bien ce cadre de Madère. C'est un centre d'affaires. On demande la possibilité de s'inscrire. Hein, il y a une autorisation préalable. Et ensuite, on a un investissement à faire. On doit embaucher une personne. On doit faire un investissement de 75 000 euros. Mais ça permet de bénéficier d'avantages fiscaux très importants. Je ne rentre peut-être pas dans des considérations de cession, de participation, où là aussi on peut avoir une exonération totale si on a une détention de 1 an. Le régime français, c'est une détention de 2 ans et on a quand même des frais de 12% à payer. Donc, il y a ici des avantages non négligeables. De même, pour les dividendes, si la personne habite en France et reçoit des dividendes de cette holding à Madère, ces dividendes au Portugal sont totalement exonérés. Naturellement, ils seront soumis à l'impôt en France. En France, bien entendu. Donc, il y a une palette de mesures qui permettent, lorsque l'entreprise est bien conseillée et actionne ses leviers, de pouvoir avoir un avantage compétitif d'un point de vue fiscal. Il y a aussi peut-être la question de la succession et des donations. C'est un point à souligner. En ligne directe, il n'y a pas d'impôt sur les successions au Portugal. Alors là aussi, il faut avoir une attention particulière parce que, et ce qui est souvent oublié par les praticiens du droit, c'est que lorsque quelqu'un a des biens dans un pays dans le monde et qu'il habite en France, il doit déclarer dans sa succession, celui qui reçoit, doit déclarer qu'il a reçu l'intégralité du patrimoine et doit payer les impôts sur tous les biens qui se trouvent dans le monde. C'est l'article 750 ter du Code général des impôts, pour ceux qui voudraient aller jeter un coup d'œil. Et donc, il y a cette problématique-là. Donc, pour pouvoir bénéficier de l'exemption et de l'exonération d'impôts sur les successions au Portugal, il faut que la personne ait sa résidence fiscale au Portugal. D'accord. Donc, ça veut dire quand même que s'installer au Portugal sans conseil, c'est pas faisable. Il faut quand même avoir au préalable fait une étude précise du cadre juridique et fiscal avant de pouvoir s'installer tant pour une entreprise que pour une personne physique. Oui, si le critère est un critère fiscal, effectivement, il faut faire une étude, ça c'est évident, parce qu'on risque de payer plus d'impôts en installant une petite PME sans bénéficier de réduction d'impôts au Portugal que la PME aurait payé en France. En fait, même s'il y a un cadre fiscal qui peut être actif, je dirais la motivation première ne doit pas être celle-ci. Voilà, elle ne doit pas être celle-ci, et donc on peut prendre une décision, même pour une petite PME, d'installer sa structure au Portugal ou créer une structure qui va produire au Portugal parce qu'il y a d'autres coûts et notamment parmi ces coûts, il y a les coûts salariaux. Il faut savoir que les charges sociales au Portugal, c'est 11% de charges salariales et 23,75% de charges patronales. Donc on est bien en dessous des charges que l'on aurait payées en France. Ensuite, il faut aussi souligner que le SMIC au Portugal est beaucoup plus bas qu'en France, aux alentours de mémoire de 635 €. Alors attention, il faut prendre sur 14 mois et non pas sur 12 mois. Mais malgré cela, on est quand même sur des coûts salariaux qui sont beaucoup moins élevés. Et comme ça, on peut aussi embaucher des personnes extrêmement compétentes. Ça a été évoqué par Eric. Il y a une vraie compétence même en matière de technologie de l'information et de la communication au Portugal. Et donc, on peut embaucher des ingénieurs à des coûts bien moindres que les coûts français. Et donc, ça peut être s'implanter au Portugal, ça peut être la possibilité pour une entreprise d'y installer son unité de production, par exemple. Clairement, avec effectivement à la fois une main-d'œuvre qualifiée, vous disiez avec un coût salarial moindre. Bref, il y a un pont évident entre la France et le Portugal sur les implantations. Une implantation, est-ce que ça se prépare longtemps à l'avance ? Comment vous êtes un spécialiste des implantations?
comment vos clients vont aborder leur implantation au Portugal? Alors, il y a plusieurs angles et il y a plusieurs volets qu'il faut traiter. Naturellement, il faut que le client puisse avoir déterminé un peu son projet pour qu'on puisse l'accompagner. On l'aide à le déterminer s'il le faut. Il faut qu'il soit accompagné aussi d'un point de vue financier. Pour ma part, je vais accompagner la partie juridique. Donc, il faut aussi qu'il soit accompagné au Portugal par un expert comptable. C'est d'ailleurs obligatoire, hein, je comptais l'évoquer. Quand on constitue une société au Portugal, dans les 15 jours de cette constitution, pour que la société puisse démarrer son activité, il faut qu'elle nomme un expert comptable, car c'est obligatoire. Ce n'est pas un commissaire aux comptes, hein, c'est bien un expert comptable qui va faire la comptabilité, qui va faire les déclarations. Si on fait un parallèle avec la France, y a-t-il des statuts juridiques qui sont l'équivalent de ce qu'on peut avoir en France en termes de référence, ou y a-t-il des statuts, je dirais, très spécifiques au Portugal? Est-ce qu'une SA est à l'équivalent au Portugal, ou est-ce qu'il y a des sujets qui sont strictement du domaine du droit portugais? Alors, effectivement, le droit en matière de droit des sociétés est un peu similaire à celui de la France, mais pas identique. Donc, on va retrouver des structures qu'on connaît, type la SARL, qui s'appelle Sociedade por Cotas. On va retrouver la SA, donc la société anonyme, mais on ne va pas retrouver la SAS. La forme SAS qu'on connaît en France, qui est aujourd'hui très répandue, n'existe pas. D'accord. Néanmoins, ces deux structures permettent de créer une activité de manière sécurisée, hein, en limitant sa responsabilité aux apports. Bien sûr, sauf s'il y a faute de gestion, hein, on retrouve les mêmes règles qu'en France en matière de faute de gestion des dirigeants. Et donc, on a des sociétés unipersonnelles. Hein, c'est la société, la SARL unipersonnelle, on retrouve aussi cette forme de structure. Alors, pareil, avec la possibilité d'apporter un capital d'1 euro. Mais bon, si on s'installe au Portugal avec un capital d'1 euro, je pense qu'au niveau financier, ça risque d'être compliqué. Et là, vous parlez à un banquier, je peux vous le confirmer. Donc, après, bon, le capital minimum pour une SA, c'est 50 000 euros. Mais voilà, il peut y avoir un entre-deux en fonction de la taille de l'entreprise. Il y a aussi des structures qui accompagnent. Hein. On est relais, et de par le fait que je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-portugaise, on accompagne d'un point de vue économique et de mise en relation les entreprises qui s'installent au Portugal. Il y a d'autres acteurs portugais aussi qui peuvent intervenir dans cette installation, comme l'AICEP. Donc, cette structure est là pour travailler dans les investissements et le commerce extérieur du Portugal et accompagne des gros projets à l'installation avec un suivi réel des entreprises et des chefs d'entreprise. Pierre-Emmanuel, ce n'est pas ma question, c'est une question qui est posée par Patrick. Qu'en est-il de l'immobilier d'entreprise et des incitations à la création d'une PME industrielle à forte valeur ajoutée, aide à la création d'emplois, etc. Est-ce qu'il y a des subventions? Qu'en est-il de tous ces dispositifs? Est-ce qu'on retrouve finalement ce que l'on peut avoir en France? Absolument, il y a des aides financières. Alors, ça a été évoqué par Enrique avec le plan Covid, on va dire, entre guillemets. Et donc, il y a d'autres aides qui existaient déjà, qui sont ouvertes aux entreprises en fonction de l'investissement qui est réalisé, en fonction du lieu où la société est implantée. Et effectivement, l'AICEP est un relais très important sur l'accompagnement à l'obtention de ces aides. Donc, nous aussi, on accompagne parce que d'un point de vue juridique, il faut fournir beaucoup, il faut peut-être moins qu'en France, mais il faut quand même fournir des documents pour pouvoir prétendre aux aides. Et donc, on accompagne sur l'élaboration de ces documents juridiques, sur la constitution de société, etc., pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et donc, il y a bien ces aides sous forme d'aides de subventions, mais aussi sous forme de crédit. Il y a des aides spécifiques pour je dirais les investisseurs qui sont d'origine portugaise. Il y a un plan spécifique pour ça. Il y a des plans pour le retour des Portugais
pour les amener vers une réinstallation au Portugal, qui sont un peu... Voilà, il faut que les conditions soient réunies, mais ils sont ce que je trouve assez efficace dans leur manière d'aborder les choses au Portugal, c'est qu'ils regroupent tout. Par exemple, pour le retour d'un Portugais au Portugal, ils vont mettre en relation la structure qui est chargée de trouver un emploi, la structure qui va donner les aides, toutes les structures. Un seul portail. Voilà, un seul portail. Et en fait, ils regroupent toutes les aides et tous les accompagnements. Les accompagnements pour retrouver un emploi au conjoint. Ils facilitent l'accès aux études, c'est-à-dire que pour les enfants, il va y avoir un accès privilégié au collège et au lycée, et voire, quand ils sont un peu plus grands, il y a aussi des places réservées pour la faculté. Donc, il y a un ensemble de mesures qui vient en fait créer un écosystème qui permet réellement une insertion et une installation au Portugal en toute sécurité. Très bien. Ça, c'est pour la partie financière, sachant que il existe aussi donc des accompagnements juridiques qui sont nécessaires parce que, par exemple, pour bénéficier du statut RNH, il faut faire une demande express. Hein, c'est pas automatique. C'est pas parce qu'on va s'installer au Portugal qu'on obtient de manière automatique en faisant sa déclaration de statut. Il faut le demander. Bon, donc il faut vraiment être accompagné. De toute façon, au Portugal, c'est vrai qu'il y a une petite différence d'approche. Hein. Généralement, on va voir un avocat qui aujourd'hui est le conseil incontournable au Portugal parce qu'au Portugal, l'avocat a un pouvoir notarial. On peut faire les cessions immobilières, les ventes immobilières, tout ça, on est habilité à le faire. Tout ce qui est donation aussi. Bon, il y a certains actes qui sont encore de la compétence du notaire, mais globalement, les personnes se font assister par leur avocat et vont voir leur avocat avant de mettre en place le projet. Très bien. Donc, sur la sécurisation, peut-être... sur la sécurisation, on peut aussi parler de l'achat d'un bien immobilier. Ah oui, vu qu'on a évoqué la question. J'allais l'évoquer. Je ne voulais pas l'évoquer, mais allons-y, oui, évidemment. Oui. Oh, écoutez, en prenant le temps, mais je crois que c'est très, très particulier et ça nécessite à nouveau de faire appel. Effectivement, il faut un accompagnement d'un avocat. J'ai un cas d'ailleurs que je suis en train de traiter d'une personne qui a acheté un bien qui pourtant en France est juge, donc avait une connaissance et à ma grande surprise comprend très bien, elle lit le portugais, mais a acheté un bien en bordure de mer et il y a une réglementation particulière où il y a ce qu'on appelle une licence d'occupation qu'il faut obtenir et céder au même temps que la cession du bien immobilier. Or, le notaire et l'agence immobilière ont oublié de faire cette cession. La problématique étant que cette cession ne pouvait intervenir parce que pour avoir droit à cette licence d'occupation, qui est une forme de licence d'occupation du domaine public, il faut avoir sa résidence principale dans l'habitation. Voilà. Donc, vous voyez les problématiques qu'ils peuvent avoir, sachant que le notaire n'a pas le même rôle que le notaire en France. En termes de responsabilité. Alors, en termes de responsabilité, il a des responsabilités, mais il n'a pas le même rôle d'accompagnement. D'accord. Il enregistre un acte presque administrativement. En fait. Ok. Le temps file. Je sais que je suis gardien du temps. Et j'aimerais quand même, pour continuer et avoir le grand plaisir d'avoir quelques mots de Monsieur le Consul Mario Gomez, qui pourrait effectivement se joindre à nous. Merci de venir au pied levé parce que c'est un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir parmi nous. Vous êtes sur Bordeaux, l'éminence grise et représentative du Portugal. Et en quelques mots, présentez-nous, je dirais à nouveau, ces opportunités qui font qu'il y a vraiment un pont entre le maître Pierre-Emmanuel et votre directeur de CIC à Lisbonne ont déjà tout dit. Donc,
de mon côté, juste quelques mots pour vous dire que vraiment le Portugal est un pays où il y a pas mal d'opportunités dans tous les différents secteurs. Donc, comme Eric Rial l'a déjà mentionné, au niveau de aéronautique et aérospatiale, on a toutes les grandes entreprises françaises sont là, Stelia, Lawak, Oui. même Dassault et Airbus sont présentes au Portugal, mais aussi dans le secteur de l'automobile, au Accor, le groupe Accor est présent au Portugal depuis toujours, voire Vinci, qui est là aussi aux aéroports. Là, on aura beaucoup d'opportunités au niveau infrastructure, aéroport, chemin de fer, les lignes de TGV au Portugal, tout ça va se développer dans les prochaines années. On aura surtout avec le programme européen de récupération et résiliation des fonds disponibles pour fort investissement de la part de l'État portugais. Et on a surtout un pays qui est moderne, qui se modernise très rapidement. On fait un grand effort de numérisation, tout à fait, digitalisation, je dirais plutôt, mais ici c'est la numérisation, qui est surtout basée dans les PME, dans les startups, dans les entreprises de technologie qui se développent au Portugal. Donc là, je vous invite bien sûr à être bien accompagné. Pierre-Emmanuel l'a dit, c'est bien nécessaire de s'informer sur les conditions d'accès au marché. Une fois là, donc, bien sûr que Eric Ria pourra aussi vous soutenir dans vos efforts d'internationalisation, d'investissement. Du côté du Portugal, du gouvernement Portugal, on a AICEP, c'est notre agence pour l'internationalisation et pour le commerce extérieur, qui gagne presque toutes les années des prix pour Best to Invest et des pratiques pour attirer l'investissement, parce que vraiment, ils savent ce qu'ils font. Donc, on a des soutiens aux entreprises dépendant des secteurs, dépendant de la région du pays où ils s'installent, et surtout dépendant du numéro de postes de travail qu'ils vont créer, mais soit des subventions directes, soit des sanctions fiscaux. On a tout un programme, surtout si les projets sont considérés projets d'intérêt national. Donc, je vous invite à visiter portugalglobal.pt. C'est la page de AICEP et vous trouverez toutes les informations. Toutes les informations, voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Monsieur le consul, merci encore de votre présence. Merci à vous. Je vous remercie encore. Effectivement, on arrive au terme de cette intervention. Les questions peuvent être abordées. Je vois qu'on peut fournir le document, évidemment. Il y a une question sur est-ce que vous pouvez avoir la documentation. On vous le fournira bien volontiers. Pour conclure, je précise que dans le cadre de cet rendez-vous expert, vous avez une invitation qui vous sera adressée à, si vous le souhaitez, prendre contact avec un avocat pour une consultation gratuite d'une vingtaine de minutes sur le sujet de votre choix et j'espère surtout sur le Portugal. Merci et bonne fin de journée.